It's a great honor to be next to a real mensch, Dick Cheney. Shalom. Thank you. It's good to be with you today. I look forward to the program. You started so many wars, Afghanistan, Iraq 1 and Iraq 2. Which was your favorite war and why? Oh, I think it was what we did in Desert Storm. I really do. I never thought of it as having a favorite war. Of course, but you got to enjoy it too. And yeah, sure. I loved being Secretary of Defense, especially in wartime, especially during Desert Storm. It's fun. We had the capacity, I deployed 500,000 men and women to the Gulf. Fantastic. And fantastic. We had stealth technology. We had the precision-guided munitions. We had all of this capability that we developed, and some of it was used for the first time. What do you think Iraq would have been like if you didn't liberate it? Would it have been a breeding ground for terrorists and unstable? I think it would have been, yes. We felt that it was an important strategic interest. I have killed some terrorists. How does it feel being the king of terrorist killers? I mean, you killed 100,000 actual terrorists and about 700,000 potential terrorists. Well, it was never personal. I mean, of course. I wasn't in the same position you are, where it was kill or be killed. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 11, épisode 25. La politique est un sport de combat. Les élites luttent dans leur sphère pendant que le peuple, lui, fait l'amour et vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. À se demander à quoi ça sert d'être sur la terre, si c'est pour faire nos vies à genoux. On sait que le temps c'est comme le vent, de vivre il n'y a que ça d'important, et on se fout pas mal de la morale, on sait bien qu'on fait pas de mal. Car En attendant Godard, nous avons raison, vous avez tort. Et oui, nous avons raison, vous avez tort, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma, quelle est mieux que les autres. Putain, t'as fait un mix entre Les Rois du Monde, donc la comédie musicale Roméo et Juliette, et Durandal. Bah, ça se tient. Hein. Donc, car ce soir de politique, il en sera question à travers les deux films que nous allons traiter. Vice de Adam McKay, biopic sur Dick Cheney, ancien secrétaire d'État américain à la Défense et vice-président notamment. Et ensuite, Le Chant du Loup, le premier long métrage en tant que metteur en scène de Antonin Baudry, donc un film avec des militaires et de la politique. Pour parler de ce jeu programme, autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, à ma gauche, toujours à ma gauche, carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a aussi Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Ah, problème de micro. Oui. Bonsoir. Oui, c'est mieux. Donc, à la mise en son de cette émission, il y a bien évidemment le Sémillangal qui fait la bise à un homme qui va entrer dès à présent dans le studio. C'est le docteur Erwan qui va vous dire bonjour dans 10 secondes. Donc voilà, avant de passer à la section critique de cette émission, nous allons dire bonjour au docteur Erwan. Bonjour docteur. Bonsoir. Voilà, donc agenda local ce soir à Cinémaniac sur le campus de Rennes à 20h15, 20h30 en partenariat avec nos meilleurs ennemis de Canal B, Le Cinéma est mort, c'est le film Les Patriotes, le formidable film Les Patriotes de Éric Rochant qui vous seront donc présentés par les joyeux larrons et lurons Antonin Moreau et Étienne Cadoret. Donc c'est un film présenté en 35 minutes et c'est vraiment un très très bel exemple de film d'espionnage à la française que je vous recommande chaudement de voir. Et si vous avez le bonheur d'avoir le DVD aussi, il y a des bonus tout à fait goulayants et passionnants. C'est toujours mieux qu'Agent Secret avec Bellucci et Cassel. Oui, de Schoendorfer, c'est pas top. Ah oui, tiens, Schoendorfer. Ça va docteur ? Oui, ça va très bien. Je sors de 3 heures d'écriture de scénario, voilà.
C'était très bien, c'est très sympa. Voilà, demain au tambour, donc de programme bien évidemment. À 18h, il y a Eraserhead de David Lynch. Et à 20h30, il y a La vie de Brian des Monty Python. Ce qui est bien. Oui. Un bon film. Oui, d'ailleurs, double programme. Surprenant, Ouais, surprenant mais sympathique. Et La vie de Brian, donc si vous aimez les Monty Python, vous aurez la chance de voir 2 films, du coup, cette semaine au cinéma à Rennes, donc La vie de Brian au tambour, et dimanche à l'Arvor, dans le cadre des films de dimanche soir organisés par nous-mêmes et Le Cinéma est mort, vous aurez le bonheur de voir ou revoir sur grand écran Sacré Graal à 21h15, le premier long métrage de cinéma mettant en scène les Monty Python par eux-mêmes. Pas tout à fait, en fait. Pas tout à si fait. vous permettez. Si vous permettez, mais justement, mon cher Erwan... Parce qu'il y a la première folie des Monty Python, qui Oui, est en c'est fait, vrai. mais qui n'était pas vraiment un film, qui était en fait une reprise de certains sketchs télévisés sous forme cinéma, et qui est pas génial en fait. Donc on peut dire que c'est le premier vrai film original, un scénario original des Monty Python. Gardez vos cartouches pour dimanche, mon cher docteur, parce que c'est vraisemblablement vous qui le présenterez. Ah bon, hein. c'est bien d'être au courant. Je vous avais Mais déjà parlé. je ne serai pas là dimanche. Moi, je suis à Calac où je vais voir Monsieur Flockley Air Force présenter des films britanniques, mais du début des années 60, des films de free cinéma. Voilà. Un peu moins fun que les Monty Python. Des fun différemment. Voilà. Donc malheureusement, ça ne sera pas moi pour Sacré Graal, mais Ah. je ne doute pas qu'il y a plein d'autres gens tout à fait Qu'on dira compétents plein de pour conneries présenter à ta ce place. film. Voilà, exactement. Agenda national, donc demain la nouvelle comédie, le film de Liam Neeson Sans froid, où Liam Neeson tue plein de gens mais dans la neige, avec William Forsythe qui a grossi. Et ça sera sûrement vachement moins bien que le film Le Territoire des loups, qui Oui. par contre est à mon avis un des meilleurs Liam Neeson Oui, que haut moi la j'ai main. vu, qui est un super film. Oui, haut la main, à mon avis, ça sera pas du Non, même ça niveau. sera pas le même tabac. Il y a le nouveau film de la Juliette Binoche, Exploitation, Celle que vous croyez, où Juliette Binoche, qui donc a 50 ans, se fait passer pour une jeune fille pour aller pécho un petit jeune sur Facebook. Bon, ça doit marcher. Oui. Bon, oui, Juju, elle est encore à corps. Même à 50 ans, Oui, pas besoin de faire passer oui. pour une jeunette. hein. Oui. Sinon, dans la série Queensploitation, pas rien à voir avec le groupe, après donc la favorite de Yorgos Lanthimos, il y a Mary Stuart, Reine d'Écosse, avec Margot Robbie et Saoirse Ronan. Et un budget maquillage qui a l'air monstrueux. Oui, budget perruque aussi. Un budget, ouais, on dirait du Ken Russell. Ouais, c'est- Moi j'ai vu des images, on dirait du Ken Alors, Russell. si Ça a l'air tartiné. si c'est aussi cool et nawa que du Ken Russell, Je doute. je doute aussi, Je mais doute ça un serait petit bien. Sinon, il y a un documentaire de Nanni Moretti, Santiago Italia. J'ai pas creusé plus loin quand j'ai vu que c'était signé Nanni Moretti, personnellement. Mais moi, je serais assez preneur, moi, personnellement, Ah bah, car je écoute, suis pourquoi un grand défenseur, moi, de Nanni Moretti, qui est Un un cinéaste, Morettien. qui est un cinéaste que j'aime énormément, moi, personnellement, même si tout le monde, personne ne l'aime. mais c'est comme Ken Loach, hein. Moi, j'aime Ah non, beaucoup les cinéastes, j'aime beaucoup ce genre de cinéaste engagé des années 80-90, moi, j'aime particulièrement Nanni Moretti, qui est un très bon cinéaste. Bah écoutez, mon cher, pourquoi pas la semaine prochaine. Et pourquoi pas, ouais. Et sinon, dans la catégorie où pour rester documentaire, je sais pas s'il passe à Rennes, mais j'aimerais bien. C'est le documentaire de Bruce Weber qui avait réalisé un documentaire sur Chet Baker il y a quelques années. Là, c'est Nice Girls Don't Stay for Breakfast, consacré à Bob Mitchum. Il devrait passer, normalement. Qui devrait passer, Il devrait voilà, passer. donc on en passera. Donc on en j'imagine parlera. que c'est le fils de Bruce Lee et de Francis Weber. Exactement. Non, bien sûr. Voilà. Donc on en parlera vraisemblablement la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, mon cher Erwan, que si Bruce Lee arrache les poils, Sonishiba arrache les couilles. Exactement. Est-ce qui est vrai? C'est vrai. Comme c'est noté. Dans mes toilettes. Voilà, exactement. Je me suis remis ça en tête. Je vous invite à venir tous dans mes toilettes. Oui, c'est vrai que la déco est super. C'est un très bon pote à moi de Quimper qui a écrit cette phrase légendaire que j'ai évidemment affichée très rapidement dans mes sanitaires. Et vous avez bien fait. Donc voilà, c'était les agendas. On va passer à la section critique de cette émission. On va aller voir du côté des États-Unis d'Amérique et de l'or dessous. Et pour ça, on va tout de suite écouter Bagdad sous les bombes. Messieurs, mesdames, nous sommes en direct de la capitale irakienne où il se passe pour le moment rien. Je vois dans le ciel des milliers d'étoiles, je vois les enfants et je me dis ma foi, tout ça n'est pas pour moi. Ah mais oh, tonton, je te vois, au fin à l'horizon, quoi. Sous les bombes, 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 Bagdad sous les bombes, 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 Bagdad sous les bombes, 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 Bagdad sous les bombes, bombes, bombes.
En attendant Godard sur Syllab, et c'était Ludwig von 88 avec Bagdad sous les bombes, extrait de l'album de 1992, Tout pour le trash. Et de Bagdad sous les bombes, il va en être question dès à présent dans le film dont nous allons parler, Vice de Adam McKay, son 6e long métrage en tant que metteur en scène, qui est un réalisateur qu'on connaissait avant, car c'est un réalisateur parmi les plus grandes comédies américaines des années 2000, avec notamment les deux Anchorman, Ricky Bobby, Roi du circuit, et Step Brothers, et qui, il y a 3 ans, avait, on va dire, signé un changement de cap, on va dire, en termes purement genresques, on va dire, en signant le magnifique, formidable et passionnant The Big Short, consacré à la crise des subprimes de 2008, vu par le point de vue et le prisme des spéculateurs et des banquiers. Donc, un film de bâtards sur des bâtards justement pas par un bâtard, mais un film assez passionnant. Ouais, qui était un film, je trouve, assez formidable, et avec donc ce Vice là entretient pas mal de similitudes, notamment en termes formels. Et Vice, de quoi que ça cause, c'est donc tout simplement un biopic sur la vie de Dick Cheney, qui est un des grands hommes de l'ombre, mais qui néanmoins a quand même souvent été dans la lumière de l'histoire américaine contemporaine depuis le début des années 70. C'est quelqu'un qui a commencé par travailler pour Donald Rumsfeld quand il était secrétaire à la Défense. Après, il a travaillé beaucoup dans l'industrie privée, notamment dans l'industrie pétrolière. Puis, il a fait un comeback sur la scène politique tonitruante à la fin des années 90, début des années 2000, quand il est devenu vice-président de George W. Bush Jr. Et avec lequel il s'est fortement bien accoquiné pour faire un sacré paquet de petites saloperies sur le territoire des opérations en Afghanistan et notamment en Irak. Ce qui, résumé sommairement, effectivement, Dr. Erwan peut dire c'est une belle raclure, en tout cas un homme d'influence certainement. Et donc ce Dick Cheney est interprété par Christian Bale, qui est une fois de plus... qui joue beaucoup avec son poids, comme souvent Christian Bale. C'est vrai qu'on était plutôt dans le maigrissement, l'amaigrissement. Là, on est dans le grossissement. Donc, Vice, film quand même gros budget, gros star. C'est Steve Carell qui joue Donald Rumsfeld. Il y a Amy Adams qui joue Lynn Cheney et Sam Rockwell. Et Sam Rockwell qui est absolument formidable en George W. Bush. Et donc, comme Jesse je disais, Emmons, on croise Naomi Watts, on croise Alfred Molina. Voilà, donc Naomi Watts, la présentatrice de Fox News. Ouais. Ah, c'est elle. Attends, voilà, donc comme quoi Fox News transforme les gens. Comme je disais, donc ça entretient pas mal de similitudes, je trouve, avec The Big Short en termes formels et en termes de propos sur l'idéologie américaine et sur la politique américaine contemporaine, parce que c'est quand même un des films vraiment qui prend à bras le corps l'actualité et la politique américaine contemporaine. C'est surtout, on en parlait un peu avec Thibaut avant l'émission, c'est le genre de film qui doit être quand même ultra blindé au niveau des avocats, parce que ça parle de faits politiques, de secrets défense et de personnes vivantes, parce que Dick Cheney est encore vivant, on l'a entendu en pré-générique dans l'émission Who is America avec Sacha Baron Cohen, où donc il avoue que quand même sa guerre préférée, où c'était vraiment bien, on s'est bien amusé, c'était Tempête du désert en 1990, parce qu'ils ont quand même fait des belles choses, quoi. C'est vrai, hein. C'était bien. Et donc ça entretient pas mal de similitudes sur The Big Short, donc sur le propos politique et sur la forme même, donc c'est-à-dire avec un montage très ludique, très pédagogique, en même temps extrêmement cut et très syncopé, qui le rapproche, je trouve, des films des années 90 de Oliver Stone, qui je pense n'est pas un hasard. Un peu Scorsese aussi. Un peu Scorsese, mais justement il partage avec Oliver Stone le même monteur, c'est lui qui avait monté JFK, Nixon, tout ça, donc on retrouve effectivement la même genre de choses dedans, et ce qui est important là-dedans, c'est le point de vue que va avoir Adam McKay, puisqu'il a aussi écrit le film, sur le personnage de Dick Cheney et sur son rapport à la politique et au monde politique de manière générale. Donc ici, Dr. Erwan et Thibaut, vous avez vu le film. Que vous pensez du petit McKay ? C'est difficile d'en parler comme ça de but en blanc, si ce n'est que c'est un film absolument formidable. Je trouve, et il pose une question, en fait, au-delà de Vice même, est-ce que Adam McKay ne serait pas en train de devenir le cinéaste politique américain important, en fait, des 10 dernières années ? C'est juste une question que je pose comme ça de but en blanc, mais en tout cas, tu disais que Vice, à partir de The Big Short, il avait pris une direction, on va dire, un peu plus sérieuse et moins dans la comédie, mais en tout cas, Vice très drôle. Propose en fait une espèce de crossover entre ces deux genres préférés, donc la comédie et on va dire le film politique, dans le sens où il va mixer donc le film dossier. Il va mixer ce film dossier là, mais avec toute une réflexion qu'il avait pu avoir déjà dans les Anchorman sur la société du spectacle. Et Vice est aussi sachant que c'est produit par Will Ferrell. Hein.
Oui, C'est produit par Will Ferrell coproduit par Will Ferrell. comme et tous Brad ces Pitt. films Ouais. par Plan B qui est la boîte de Brad Pitt et par la boîte de Will Donc, Ferrell et Adam et McKay. il arrive à mixer en fait à mixer en fait le sérieux du film dossier. C'est pas un film dossier de 3h30 comme pouvait le faire C'est pas Oliver Stone. Zodiac par exemple. Voilà, c'est un film qui dure quand même 2h10, ce qui est relativement assez court dans l'absolu. Et en même temps de ça, il va mixer ça avec une réflexion sur la société du spectacle qu'il avait déjà eu avec Léon Corman. Donc, en fait, changement de cap, oui et non, en fait, mais je pense qu'on arrive sur... Alors, voilà, Adam McKay est encore un cinéaste jeune, il a encore beaucoup de... Je pense qu'il a encore beaucoup de choses à une nous cinquantaine d'années. dire. Donc, ouais. Mais voilà, pour le moment, Vice fait en fait à peu près figure en fait de film somme de la filmographie d'Adam McKay. C'est déjà énorme en fait. Rien que ça, c'est déjà énorme comme le poids qu'a pris Puis Christian surtout Bale sur la pour question pour de film. la société du spectacle ou la société des images, comme dans Big Short et même quand dans certains trucs qu'il ait pu faire avant, ça va mêler différents régimes d'images. Donc des images d'archives de la guerre en Irak, en Afghanistan, de tempête du désert, des images d'autres films, des images de télévision, soit des images qui refait donc avec Naomi Watts qui va jouer la présentatrice de Fox News, ou alors avec des vraies images télé, tout ça dans un film qui se tient de manière chronologique, mais il y a quand même quelques renvois au passé, notamment à la jeunesse d'alcoolique débridée du personnage de Dick Cheney quand c'était encore une pauvre merde. Il y a des adresses aux spectateurs, ce Oui. qu'il faisait déjà en fait dans The Big Short, pour nous expliquer un petit peu le truc. Là, Puisqu'il y a un narrateur un peu Oui, mystérieux. Donc et il y a ce narrateur aussi mystérieux. Ouais, je qui est pense qu'on interprété par cet acteur qui joue dans la deuxième saison de Fargo, Ouais. qui est très bien. Je pense Ouais, qu'on pourrait dans revenir Friday parce Night que Lights aussi, sur la question de la narration, Jesse- justement, c'est intéressant. Jesse Emmons. Ouais, je sais plus Je comment dois s'appelle cet écorcher acteur, mais il est son- très bien. Il est très, très Et bien. son Vice se pose de toute façon directement, ne serait-ce que par son sujet, par la manière dont il le traite comme un film extrêmement politique, un film militant, en tout cas presque partisan. Un film de libéral, comme on le dit Ouais. à la fin. En Ouais, fait, voilà. un film de salaud de libéral gauchiste, quoi. Voilà, Gauchiste américain. Mais c'est surtout typiquement un film. C'est surtout typiquement un film de la paix. En fait, c'est ça. En fait, moi, je me suis beaucoup posé la question. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir représenter Trump au cinéma ? Dans la mesure où le mec est déjà tellement bigger than life que de toute façon, représenter Trump au cinéma, c'est déjà une caricature dans la réalité. Parce que C'est impossible de faire une caricature de Trump. Et en fait, Adam McKay, quelque part, a trouvé le moyen, c'est de revenir en arrière et de montrer en fait comment est-ce qu'on en arrive là. Et en fait, quand on regarde le film, c'est évident que c'est pas, ça parle de Dick Cheney, ça parle de George W. Bush, mais ça parle surtout de comment est-ce qu'on en arrive à Trump. Comment est-ce que l'association de tous ces cyniques, cette espèce de vision cynique du monde de la politique, associée à cette société du spectacle qui encourage la bêtise des gens. Comment ça donne Trump ? Comment, quand on postule la bêtise de l'autre, on aboutit à des monstres, quoi. Et ça, c'est assez intéressant parce que Dick Cheney, c'est un type qui visiblement est intelligent. Rumsfeld aussi, voilà. Le seul qui est benet, c'est George W. Bush, mais ça, c'est pas une nouveauté. Donc c'est vraiment c'est un intelligent, mais c'est typiquement le type de gars qui utilise toute son intelligence, toute son énergie cérébrale à encourager la bêtise des autres, parce qu'il ne peut être intelligent que si les autres sont bêtes. Et ça, c'est et moi, franchement, pour moi, derrière Dick Cheney, il y a Trump en filigrane, quoi. Il est jamais montré, il est jamais Moi, je cité. dirais plutôt un Steve Bannon, tu vois. Ouais, ou un Steve Bannon, ouais, non, mais voilà, ou l'administration Trump, peut-être plus que Trump lui-même. Ouais. Mais l'administration Trump, c'est-à-dire que pour Adam McKay, c'est évident que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, en fait, a déjà existé, et ça a déjà existé sous George W. Bush. Simplement, les Américains l'ont oublié parce qu'il y a eu Obama entre les deux, et que chaque nouveau président oblitère le président d'avant. Sauf que finalement, moi, je me souviens. Alors, moi, c'est peut-être un peu la limite du film, c'est qu'effectivement, moi, c'est une période que j'ai vécue. Ouais. C'est une période qu'on a tous vécue, et du coup, je pense que c'est un film qui, à mon avis, doit être plus choquant, on va dire, pour des gens qui ont 20 ans que pour des gens comme moi qui en ont 40. Parce qu'effectivement, moi, je me souviens de tout. Je me souviens des accidents de chasse de Dick Cheney. Je me souviens de Karl Rove, de Rumsfeld, De l'accident du donut de George W. Bush. Ouais, et non, tout mais ça. voilà. Enfin, ouais. Moi, je me souviens de la bêtise. Le discours de Colin Powell. George Bush, il est génial, le discours de Colin George Bush Powell. qui va surfer pendant Katrina, quoi. Ça, c'est génial. Non, mais voilà, et ça grouille et c'est vrai que ça grouille de rappels, en fait, mais et c'est vrai que ça, c'est peut-être un peu la limite du film de ce point de vue, c'est que moi, j'ai pas appris grand-chose. Non. J'ai pas appris grand-chose en termes de révélation. C'est pas un film, en tout cas pour moi, ça n'a pas été un film de révélation sur le monde politique, parce qu'en fait, c'est un film de reconstitution du souvenir de ce que nous on a vécu aussi, pas en tant qu'Américains, mais en tant que Français, avec la guerre en Irak, avec
Voilà, et ou à quel point on se rend compte à quel point la France a eu raison de pas se mêler de cette merde. Et à quel point c'est parce que ces mecs-là ont tous des milliers le sang de milliers de personnes sur les mains, quand même. Gal. C'est peut-être plus du coup une compilation finalement de tout ce qui s'est passé sans faire de révélation, c'est juste le fait de rassembler sur une période courte de 2 heures toutes les conneries qu'ils ont fait en si peu de temps. C'est la liberté qu'ils ont eu pour les faire. C'est ça qui est incroyable, la liberté qu'ils ont eu pour les faire, parce que quand on voit comment ils en ont rien à foutre de rien. C'est un avertissement, ce film, au final. Pour moi, oui. Mais pour moi, c'est un film pour les Américains. De toute façon, c'est pas du tout un film qui est destiné au public international. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, oui, c'est un film qui prépare Trump. Et en effet, l'amnésie Obama nous rappelle que, pourtant, Obama, voilà, il a ses casseroles. Oui, bien sûr. Il a ses casseroles au cul. Mais dans cette manière de faire de la politique, de mettre toute son intelligence pour des effets de communication, pour des effets de syntaxe. La syntaxe sur le langage a changé. Et en fait, moi, je voyais ça, et en fait, dans ma tête, je voyais Macron, en fait, également. En fait, c'est pour ça que quand tu dis que le film est très américain, bien entendu, mais il y a des effets de réflexion, on va dire, politique qui en fait se reflètent dans toutes les politiques. C'est parce que le fonctionnement de la politique américaine, de toute façon, est calqué par le reste des sociétés occidentales. Si on regarde par exemple ce qui se passe en France sur le changement sémantique entre une charge sociale, entre une charge sociale et une cotisation sociale, si on prend juste ce terme-là, c'est exactement ce qui se passe dans Vice, en fait. C'est qu'en fait, comment en fait des politiques vont nous dire que non, il faut changer de politique, on va y aller comme des bourrins, strictement comme des bourrins, juste par un changement sémantique, et du coup on va niquer les gens avec ce changement sémantique-là. Et en fait, c'est ce qui se passe également actuellement. C'est vraiment ça. En France, on est des salauds, mais par contre, on va dire qu'on est des pionniers, en fait. C'est-à-dire qu'on va juste changer un mot, ça va rien changer à notre action. Par contre, on va continuer à répéter aux gens que, en fait, c'est nous les winners, c'est nous les innovateurs, qu'on est dans le disruptif, etc., etc. Et c'est vrai que par contre, sur tout ce qui a rapport avec le langage, c'est clair que c'est applicable à la France ou aux autres pays européens. Dans les espèces de les think tanks, les cercles de réflexion là. Enfin, je veux dire, on envoie les mecs des think tanks. Si on parle par rapport à la France, tu les vois sur France Info, sur BFM, sur CNews. Tu vois ces mecs des think tanks littéralement interviewés par des journalistes ou pseudo-journalistes ou des idiotocrates, vous mettez le terme que vous voulez derrière. Mais voilà, c'est ce que Dick Cheney a inventé, en fait. Et avec ses juristes et avec ses conseillers en com. Et voilà, et en fait, on retrouve ça. Donc, c'était il y a quand même une bonne dizaine d'années. C'est 15 ans. Il y a 15 ans. Et en fait, tu retrouves les conséquences maintenant. En fait, ce biopic, enfin, Vice, en fait, je pense, c'est extrêmement important pour comprendre les années 2010, parce qu'en fait, voilà, il a su prendre le temps. C'est un biopic qui, quand même, sur un laps de temps relativement court, mais voilà, il nous parle de choses en fait qu'on vit actuellement. Alors on les a vécues plus jeunes, mais maintenant on a en fait l'espèce de retour de bâton. Alors déjà qu'on s'était fait bien taper la gueule fort, mais alors là c'est la deuxième salve qui arrive. Et ça c'est ça qui est assez passionnant en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que c'est une hydre de tête, en fait, Dick Cheney. C'est-à-dire qu'il y a Dick Cheney, il y a sa femme. Ouais, Lynn Cheney, elle est monstre. Enfin, Amy Adams, moi je trouve que c'est un vrai monstre, ce personnage. C'est-à-dire que Dick Cheney, finalement, certes, il est intelligent, mais il est intelligent parce qu'il a une femme intelligente, en fait. C'est-à-dire que s'il était resté tout seul, ça serait resté un ouvrier alcoolo. Et en fait. C'est surtout c'est sa femme qui passe son temps à le pousser au cul. C'est sa femme qui, elle, alors hyper réac, machin, mais par contre, et c'est ça le truc qui est terrible dans ce film-là. Il y a une femme qui est convaincue. Ouais, voilà. C'est qu'il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun moment où les personnages ressentent ne serait-ce qu'une once de doute sur leur action. C'est-à-dire que c'est du cynisme pur. Alors, sauf Lynn Cheney qui a l'air d'être vraiment, elle, convaincue sur le plan politique, moral, idéologique, quoi. Mais Dick Cheney, il n'a pas l'air d'être dupe. Enfin, c'est difficile à savoir, en fait. Est-ce qu'il y croit ou est-ce qu'il est dupe? Il y a cette fameuse question où il pose la question à Rumsfeld, lui dit quelles sont nos convictions, et il y a Rumsfeld qui éclate de rire, qui s'enferme dans son bureau, il y a le rire de Rumsfeld qui continue comme ça. Enfin, ça, justement, je trouve que c'est une réplique, c'est une scène qui ne bascule pour le personnage et pour la politique américaine telle qu'elle est montrée dans le film sur les 30 années après. Parce que finalement, la question de l'idéologie, des convictions politiques, finalement, ça passe totalement à côté parce que c'est pas le propos de la politique américaine. Mais il n'est jamais question de ça d'ailleurs. Même Trump l'avait dit, et il a toujours dit avant qu'il devienne président des États-Unis, il avait dit moi si je veux me présenter pour l'élection américaine, je vais me présenter sous le camp républicain. La citation existe. Je vais me présenter sous le camp républicain parce que c'est ceux que je peux baiser le plus facilement. Donc il a dit. Donc en fait voilà. Et c'est ce qu'il a fait.
En fait, on revient du coup sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est exactement ce qu'il a fait. Même dans le film, il y a cette scène où Dick Cheney est tout jeune. Je vais aller avec Rumsfeld. Voilà, il y a Rumsfeld qui est il y a un collègue derrière qui dit bon, tu choisis quoi, démocrate ou républicain, quoi. Donc ça veut dire que c'est au bon taux, quoi. C'est bon, il y a des trucs à distribuer, tu fais quoi, démocrate ou républicain? Puis en fait, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, en fait, quoi. Et c'est assez terrible, hein, c'est assez déprimant. Je trouve que ça, justement, c'était un des manques du film. C'est sur toute la question, justement, de la politique démocrate quand ça a été Clinton, enfin les deux qui sont des battants en guerre d'enculés, même Obama, et tout ça, c'est totalement occulté, comme si finalement, alors que pourtant démocrates et républicains se sont quand même mis d'accord à un moment donné pour justement rentrer dans un bipartisme, et que tous les autres partis politiques autour étaient totalement évacués du débat public. Pour finalement ne rester que dans cette même-là. On n'entend pas Ralph Nader. Pour des gens qui ont quand même une politique notamment guerrière et expansionniste, en tout cas, vision extérieure des USA, qui est quand même très semblable. Mais on la voit Hillary Clinton dans le film. Oui. Et en plus, c'est pas... Qui dit de la merde, en plus. Et qui dit de la merde. Et c'est sur l'espèce de death tax, donc sur le nouveau... la nouvelle Whoopi Goldberg aussi, qui dit de la merde à la télé. La nouvelle syntaxe américaine, en fait. La nouvelle syntaxe politique, je veux dire. Et en fait, on la voit. Et là, en plus, c'est pas une. Il me semble que c'est une image d'archive. Ah oui, c'est pas une actrice, c'est une vraie image d'archive. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur en fait comment Lynn et Dick Cheney en fait sont montrés comme des gens qui sont convaincus, mais je dirais même plus loin, en fait, ce sont des monstres. Tu disais que ce sont des monstres, et en fait, Adam McKay les représente en tant que tels par deux éléments. Donc il y a déjà la respiration de Christian Bale, et je pense qu'il y a un design sonore qui est fait sur son expiration par le nez. On l'entend. Il est gros, hein. Tout le temps. C'est un monstre littéral. Et après, il y a ce côté, il y a par le montage qui est absolument merveilleux de ce film-là, où il est toujours accroché à des stock shots. Alors ça fait très Bruno Mattei, hein, on pourrait dire ça colle par correspondance en fait. Mais en fait, cette utilisation du stock shot là, et c'est absolument fascinant. Et il y a cette scène qui est troublante, qui fait hyper flipper. C'est quand ils arrivent, Lynn Cheney est devenue présidente de je sais plus trop quoi, j'ai plus les noms. Halliburton. Voilà. Non, Lynn est présidente des Républicains, je sais pas quoi, et Dick Cheney est chief of staff ou un truc comme ça. Et ils se baladent et on voit des loups. C'est le loup est un loup pour l'homme. Et t'as Lynn Cheney qui a cette phrase terrible. Regarde cette assemblée là. Il y a la moitié des hommes qui te craignent et d'autres qui ont peur. Et c'est comme ça. Et c'est ça le pouvoir, quoi. Et c'est ça le pouvoir, quoi. Le film est un peu. C'est vrai que c'est glaçant. C'est un peu glaçant de ce point de vue-là. Alors moi, c'est vrai que des films comme ça sur le cynisme en politique, j'en ai quand même vu pas mal. Donc c'est vrai que je suis un peu plus blindé au cinéma, moi, par je suis moins révolté, on va dire entre guillemets, par ce genre de personnage, parce que je sais que ce genre de personnage existe en vrai, quoi. Et qu'à mon avis, la fiction est même pas à la hauteur de ce que ce genre de personnages sont, quoi. Je pense même pas que le but de Mattei ce soit de révolter les gens. Ah non, je pense pas. Parce qu'il n'y a pas non plus de crédulité ou de naïveté sur la connaissance du public. Non, je pense que c'est plus une manière de dire. Maintenant, vous pouvez pas dire que vous saviez pas, quoi. Je pense qu'il y a aussi ce côté un peu. Faites attention aussi. Ouais, mais même faites attention, non, parce qu'en fait, c'est déjà trop tard. C'est trop tard. C'est déjà trop tard. Trump est déjà là, en fait. Donc, et puis même à la fin, dans le post-générique, qu'on va pas révéler, mais il le dit littéralement. Il dit c'est trop tard, vous êtes fuckés. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a aucune empathie. Et puis il y a cette idée aussi qu'on a les élites politiques qu'on mérite, quoi, quelque part, et que le peuple américain est tout aussi coupable de l'avènement de Dick Cheney. Dick Cheney n'est pas juste un salaud tout seul, quoi. C'est un salaud qui arrive au pouvoir parce que les gens votent pour ses idées. Parce que la circonstance était. Et parce que les circonstances, et parce que l'occasion fait le larron, quoi. Je veux dire, c'est juste un petit malin qui, mais malheureusement, comme Nicolas Sarkozy, je veux dire, c'est des gens qui surfent comme Marine Le Pen, c'est des gens qui surfent sur la bêtise et la saloperie humaine pour satisfaire leurs petites ambitions, et qui en ont rien à foutre de savoir s'il y a des gens qui meurent derrière, quoi. Mais ce qui, par contre, c'est quand même bien vu, c'est que les personnages sont cyniques, mais McKay, lui, ne devient pas cynique. Notamment par le biais du personnage de la deuxième fille de Dick Cheney, donc, qui était lesbienne, ce qui pour les républicains est un peu un genre de crime majeur, et lui-même il avait dit on ne parlera jamais de ma fille, je refuse de me porter sur la question du mariage des gays, justement parce qu'il voulait laisser sa fille en dehors de tout ça. Mais pour le coup, c'est juste que c'est cohérent avec sa vision de la famille, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas, la famille, ça reste dans le cercle familial. Et puis que la morale c'est pour les autres. Voilà, la morale c'est pour les autres. Chacun sa morale, chacun sa justice, comme disait Noé dans et après il y a des moments, moi je pense que ce que j'ai préféré, c'est justement les moments où il joue beaucoup avec le matériau cinématographique, où tu as un générique de fin qui apparaît tout d'un coup comme ça, avec vraiment typiquement la fin de bio, avec les images arrêtées, avec machin est devenu président de truc, ils sont heureux, ils élèvent des chiens, enfin tu vois.
Enfin voilà, je dirais. Au milieu du film. Vraiment au milieu du film. Enfin, les plans Fox News où on s'adresse directement à nous, où les plans Fox News deviennent des éléments en fait de voix off narrative qui font avancer l'intrigue. Tous ces plans quatrième mur en fait de pétage de quatrième mur. Là, ça, je trouve presque qu'il en fait pas assez. Moi, j'aurais presque aimé qu'il y ait plus de ludisme là-dedans, quoi. Mais ça commence dès le premier carton du générique qui dit oui, on a fait des années de recherche, machin. Il y a peut-être des choses qui s'en foutent. Mais putain, qu'est-ce qu'on a bossé. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et il remercie d'ailleurs tous les journalistes qui ont bossé sur les affaires en fin de générique. Donc, on sent que c'est un peu documenté, je pense. Après, pour revenir sur, on s'en fout sur ce que disait Thomas sur, il a une vision en fait très fermée, convaincue. Il y a toujours par rapport à ce montage-là, au-delà du stock shot, il y a un chant contre chant que je trouve absolument admirable dans ce film. Le chant, c'est l'Irak. Le contre-champ, tu leur vois en train de se goinfrer dans leur baraque de Virginie, la famille, machin, tout va bien, ils en ont rien à foutre. L'Amérique, l'Amérique blanche dans toute sa splendeur. C'est un chant contre chant qui est absolument admirable, qui dit beaucoup de choses. Et en fait, voilà, on parlait pour Roma d'un mouvement de caméra et politique. Ici, chez Adam McKay, c'est un acte de montage et politique. Ah bah oui. C'est, je dirais pas qu'on va aller chez Eisenstein, hein, mais on n'en est pas loin. C'est pour ça que je parlais de montage par correspondance tout à l'heure, parce que c'est exactement ça. Quand tu montres les deux événements qui sont concomitants, forcément, c'est facile à faire, mais c'est extrêmement parlant. Et puis il aurait pu se laisser avoir par le misérabilisme et montrer des victimes, des gens dans des pays, en Irak, machin. Jamais les victimes. Et en fait, il y a une espèce de froideur dans les, c'est-à-dire que t'as des faits, voilà, tu vois 3 plans sur un village, et voilà, tu sais quoi, tout le monde est mort, allez, c'est terminé, quoi. Tu vois les soldats qui rentrent dans des body bags, allez hop, c'est pareil aussi, quoi. Enfin, je veux dire, tout ça, mais en fait, ça passe à la trappe pour bien montrer, en fait, c'est-à-dire le peu d'importance qu'on donne aux victimes dans le film montre le peu d'importance que Dick Cheney et son équipe accordent justement à la vie, au prix de la vie des autres, quoi. Mais on voit là, il y a toute une série d'images aussi. Avec le 11 septembre, c'est terrible, quoi, où tu vois le mec qui réfléchit, qui est en train de penser à comment est-ce qu'il va utiliser la situation pour avoir encore plus de pouvoir, quoi. Après, pour aller sur le théâtre des opérations sur lequel ils veulent aller depuis 20 ans, qui est l'Irak. Ouais. Et comment ils décident clairement d'y aller, c'est hallucinant. Ça aussi, c'est un truc. C'est aussi ça pour moi, c'est un film. Justement, ça, c'est destiné aux Américains, parce que quand on est français, on sait depuis 2004 qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive. Et moi, c'est vrai que dans un film américain, chaque fois que je vois un truc où c'est présenté comme hey, les gars, en fait, il n'y avait pas d'armes de destruction massive, je me dis non, mais c'est pas vrai, il y a encore des Américains qui croient qu'il y avait vraiment des armes de destruction massive en Irak. Et ouais, c'est ça le pire, quoi. Et ouais, en fait, quand il y a encore toute une partie, il y a encore, je crois, quasiment la moitié des Américains qui sont encore persuadés de ça, quoi. Et c'est là que tu dis, ouais, mais. C'est du bourrage de crâne. Bah, c'est là que tu dis, ouais, le droit de vote, quand même, on le donne un peu à n'importe qui, quand même. Parce que si les mecs, ils ont le droit de voter et qu'ils croient ça veut dire que les mecs, on peut leur faire croire n'importe quoi. Parce que dès 2004. Faites attention, ok, Trump est là, tu vois. Mais dès 2004, dès le discours de Villepin à l'ONU, si quelqu'un avait d'autres que les Français l'avaient écouté, tout le monde savait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Chirac savait, Villepin savait. C'est pour ça qu'ils sont pas allés en Irak, c'est parce qu'il n'y avait aucun motif légitime d'y aller, quoi. Je suis pas d'accord avec eux, mais au moins là-dessus, les Anglais, bien joué, on va pas regarder les thèmes. Mais Tony Blair, qui apparaît 5 minutes, qui apparaît 30 secondes, qui est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est. Et c'est vrai que ça donne une image assez pathétique de tout ce personnel politique des années 90-2000 qui est Après, la fin de l'histoire telle qu'elle a été théorisée par Baudrillard, justement, sur la première guerre du Golfe et après la guerre d'Afghanistan. C'est ça. Et en même temps, on a les gens qu'on mérite, quoi. C'est ça aussi, quoi. En fait, on a les gens qu'on mérite, et Adam McKay nous le rappelle par toute une série de photos en fait, qui sur les ouragans, sur les grands incendies, sur le réchauffement climatique, il nous le rappelle en fait, toute une série sur la torture. Tu vois, par exemple, on parlait les victimes, on les voit pas, il y a une photo de torture et puis basta. Enfin, mais cette photo, on l'a tellement vue en fait que dans notre inconscient en fait, elle est cliquée direct. Que ça évoque tout le reste de toute façon. Et en fait, du coup, pas besoin d'épiloguer. Alors, Adam McKay n'est pas cynique. Il fait un biopic, on va dire de manière scientifique, mais pourtant à la fin quand même, il se mouille. Il dit OK. Il dit je suis de gauche. On a mérité nos salopards, parce que bon, c'est quand même nous qui ils nous ont quand même bourré le crâne, ils nous ont bien fucké, mais bon, on les a quand même élus. Bon, après ça, c'est un rapport de domination qu'il faudrait réfléchir, mais il nous dit à la fin, voilà, toutes les saloperies qui se passent actuellement, elles sont là, elles sont là, et elles sont toutes cliquées en fait. Et c'est ça la grande force d'Adam McKay en fait, c'est qu'au-delà de nous bourrer d'informations, quoique pour nous en fait les informations, on n'est pas bourré d'informations, mais en fait il clique certaines presque toutes les cases dans notre inconscient collectif, dans notre inconscient. Ah oui, ça je connais. Et il lui suffit de
une image, il lui suffit de 3 secondes pour faire ça. Pour tout cliquer, il a fait putain, on vit vraiment dans un monde de à noter, merde. à noter comme précision quand même que si vous connaissez pas du tout la politique américaine, vous allez ramer un peu quand même. Sur l'exécutif, sur la sur la distribution des pouvoirs et tout ça. Bon, c'est bien d'avoir vu à la Maison Blanche avant de voir ce genre de film. Sur la position, les institutions, sur la position de pouvoir notamment du président américain et sur le pouvoir quasi illimité qu'il a justement. Mais qui finalement résonne quand même pas mal avec ce qui se passe en France, où en France cette question-là ne s'est jamais posée. Il n'y a jamais eu de débat. Je veux dire, on part du principe que puisque le président fait quelque chose, c'est que ça doit être légal. Mais non, regarde, parce que regarde le Sénat, là, t'as tous les mecs de la République en marche qui sont en train de gueuler contre le Sénat par rapport à l'affaire Benalla. En fait, on est pareil sur une même système de combat, quoi. C'est que c'est parce que mais je pense parce que on va en reparler tout à l'heure. De la France, on va en reparler tout à l'heure dans le champ du oui, mais justement, c'est sur la décision du président, elle est irrévocable. On ne peut pas revenir dessus. Le président a de fait raison. Il est comme le monarque de droit absolu, c'est-à-dire il est de droit divin, donc infaillible. L'acte d'un président est forcément légitime. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, c'est ça dans le champ du loup qui va donner lieu à un engrenage assez terrifiant. Alors, je pense que je me boucherai les oreilles parce que moi je ne l'ai pas vu, et je compte bien aller le voir quand même parce que j'aime bien les films de sous-marins. Moi aussi. Donc voilà, c'était Vice. C'est formidable. Vice de Adam McKay. Si vous aimez la politique, allez le voir. Ouais. C'est rythmé comme pas possible, ça dure 2h10, ça passe Puis comme une lettre à la poste. De revoir des films américains qui sont bien fabriqués, quoi. Putain, et les acteurs, putain, Steve Carell, c'est pas possible, Sam Rockwell, ça joue comme des brutes. T'as un rythme de malade, c'est jamais chiant. Et Christian Bale, qui est pourtant pas un acteur dont je suis fanatique, je dois avouer, fait une prestation quand même assez pas mal, assez massive. Assez fat. Il faut bien le dire. Donc voilà, Vice de Adam McKay. Donc comme je disais, on va parler du Chant de loup de Antonin Baudry, mais en attendant, on va danser. T'aimes bien sauter, c'est bon, te trémousser, c'est bien, te balancer, t'arrêtes pas de gigoter. En attendant Godard sur Syllab, et c'était Ozzibut avec un petit intermède danse. Voilà, parce qu'il faut bien un peu de chaleur après tous ces propos déprimants sur le monde contemporain, ce qui ne va pas s'arranger avec Le Chant du loup de Antonin Baudry, dont c'est le premier long métrage en tant que metteur en scène. Donc Antonin Baudry, c'est un ancien diplomate qui était une des personnes notamment qui avait écrit le discours de Dominique de Villepin aux Nations Unies en 2003 contre l'engagement de la France dans la guerre en Irak, et qui plus tard avait écrit la bande dessinée Quai d'Orsay ainsi que le film qui en avait été tiré par Bertrand Tavernier, qui est très chouette. C'est très drôle. Voilà. Et donc là, c'est son premier long métrage en tant que metteur en scène qui prend une fois de plus le cadre de la diplomatie française. Donc on va pas se le cacher, c'est un film qui a été autorisé par la Marine nationale et le ministère de la Défense. Ça se voit parce que pour avoir autant de choses à l'écran en termes d'infrastructures militaires et de matériel militaire, notamment les bateaux et les sous-marins, fallait bien ça. Donc le film évidemment se passe à Brest en grande partie, Cocorico. Et donc c'est Cocoribraise. Et donc ça sera à la fois un film de guerre et un film diplomatique dans ce sous-genre fabuleux qui est le film de sous-marin. Film trop peu usité mais qui nous a donné quand même au moins 2 grands chefs-d'œuvre à la poursuite de Octobre Rouge de John McTiernan et Das Boot de Wolfgang Petersen en 1980. K-19, c'est pas mal, de Catherine Bigelow. Ouais, non, mais de toute façon, même quand c'est un peu raté, c'est quand même cool les films. Abîme de David Toei. Abîme, U571. Ça, c'est vraiment de Jonathan Mostow, c'est vraiment pas mal. USS Alabama, il y a des bonnes choses. Même Michael Powell a fait un film dans un sous-marin, donc c'est dire à quel point c'est cool. Même Sam Fuller. Oui, Sam Fuller. Franchement, voilà, c'est la marque des meilleurs. Et donc, de quoi que ça parle? Eh bien, c'est un sous-marin français donc qui s'appelle le Titan. Je crois, le Titane, oui, donc qui est commandé par Reda Kateb et son second Omar Sy. Et dedans, il y a donc l'Oreille d'Or, donc qui est joué par François Civil, qui est un des hommes qui est au sonar et qui est chargé justement de repérer tous les sons possibles, imaginables qu'on entend
eux dans l'océan. Et un jour, patatras, lors d'une opération en Syrie, sur la côte, de la Syrie. Voilà, sur la côte syrienne, ils entendent un son étrange, ce qui serait un sous-marin à 4 pales, ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe plus en tout cas, et donc là, un mystère. Et un jour, une menace nucléaire venue de Russie apparemment menace de tomber sur la France. Et là, Reda Kateb est nommé commandant d'un engin, lanceur d'engins, donc l'effroyable, donc équipé de missiles nucléaires. Et donc, ils sont chargés, lui et puis le Titan, d'être dilués dans la mer, justement, pour aller intercepter ce missile-là. Évidemment, tout ça va se compliquer par un jeu diplomatique et un jeu d'échecs entre nations et terroristes qui va venir se mêler au milieu de tout ça. Et un président un peu concon aussi, peut-être. Oui, et un peu con, un président, et notamment au milieu de tout ça, sur la chaîne de commandement, un amiral interprété par Mathieu Kassovitz. Du beau linge, quoi. Du beau linge et de la belle ouvrage, parce qu'effectivement, ça fait très plaisir de voir un film français de cette qualité-là en termes de fabrication, que ce soit dans la photo, dans l'écriture, dans le jeu et dans la mise en scène. Ça fait quand même extrêmement plaisir de voir du film de Skelly. Moi, je pense que j'avais pas vu ça, depuis L'Ordre et la Morale de Mathieu Kassovitz, qui est un film qui, pour le coup, n'avait pas été autorisé par le ministère de la Défense. Et qui est pourtant très bien. Mais lui n'avait pas eu accès à tout ce matériel, parce que lui-même était beaucoup plus engagé politiquement et dans la contestation du régime français que ne l'est le film de Baudry, parce que finalement ce n'est pas son propos. Lui, c'est plus de voir un peu à la fois les rouages de la diplomatie française en temps de crise, en tout cas de menaces réelles immédiates sur le sol français, et l'autre partie, c'est de voir pas la vie de sous-marinier, mais en tout cas les sous-mariniers en temps de crise, et comment est-ce que différents soldats, donc qui sont des frères d'âme, peuvent être amenés à pouvoir prendre des décisions les uns contre les autres. Est-ce que autant que je sache, c'est le premier film de sous-marin français? Je crois. J'ai jamais entendu parler d'un autre film français qui se passerait dans un sous-marin. Moi. Dans un sous-marin de l'armée, en tout cas, non. Moi, il doit y avoir des vieux films, quoi. Mais moi, effectivement, ça me dit rien, moi, en tout cas. Non plus. Et donc Carla l'a vu avec moi, et moi j'ai été quand même extrêmement impressionné par pas mal de choses, donc sur la mise en scène que je trouve extrêmement belle, vraiment extrêmement efficace, sur un vrai truc de tension qui se crée. Et on va en parler. Une des choses les plus intéressantes et les plus importantes dans la narration même du film, c'est la question du son et du mixage. Parce que donc le personnage de François Civil est l'oreille d'or du sous-marin, justement, et beaucoup de scènes de tension et de politique vont passer par ce point d'écoute. Oui, c'est ça. Moi, j'allais en vérité avec des a priori. J'avais un petit peu peur avec le casting. Je me disais, ça fait beaucoup quand même Omar Sy, Reda Kateb, Kassovitz. J'avais un peu peur, mais finalement, je trouvais que ça fonctionnait très bien, et j'ai beaucoup apprécié l'écriture du personnage principal, du coup, François Civil, donc l'oreille d'or, avec tout ce travail autour du son qui finalement est assez prégnant dans le film. Et puis, par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que l'aspect contemplatif sonore est peut-être un peu mis à la trappe. Le film est toujours en action. Il n'y a pas un moment où le film se pose véritablement. C'est vraiment toujours en action. Alors qu'il y a quand même quelques moments de contemplation dans les profondeurs, notamment quand il y a un nageur qui se rapproche d'un sous-marin, tout ça, où on sent tout d'un coup l'immensité et toute la pression même qui vient sur le spectateur devant cette immensité-là, qui je trouve justement n'est pas assez assumée par Antonin Baudry, qui je pense a un peu peur de perdre son spectateur dans un truc qui repose quand même beaucoup sur la tension et les enjeux politiques. Est-ce que c'est pas un problème de budget effets spéciaux, parce que j'imagine que les plans d'extérieur de sous-marins sont en numérique? Il y a quelques plans est-ce que c'est peut-être d'explosion. Tu parles de quel plan d'extérieur? Dans la mer? Ouais, sous la mer. Ouais, dans la mer. C'est vrai qu'il y a mais sont relativement bien réussis, parce qu'on voit un moment des plongeurs. Ils n'ont pas beaucoup de secondes, de budget pour. Ils ont du budget pour 2 minutes ou 3 minutes d'effets spéciaux où ils ont tout mis dessus, et puis. Du coup, moi je trouve ce qui rattrape et ce qui magnifie aussi le film, c'est les plans en extérieur, les plans de mer, on va les appeler comme ça. On voit donc les sous-marins sortir de l'eau ou y pénétrer, et aussi ces plans d'écume qui rappellent aussi les fréquences sonores qui sont imprimées en fait, qu'ils voient sur leur écran. Qu'ils voient sur leur écran. Donc ça, pour le coup, c'est d'une justesse, mais je trouve incroyable. Enfin, ces plans-là sont magnifiques. Que c'est la mise en son justement de ce qu'entend le perso de François Civil qui tout d'un coup devient de la mise en image.
et qui du coup sert son personnage et lui sa compréhension justement des faits qu'il doit interpréter. D'ailleurs, à ce propos, j'ai trouvé une citation d'un ingénieur son qui, je trouve, résume assez bien la situation. Il dit que donc, constituer une mise en scène sonore, c'est déterminer autant la mise en scène des sons que le point de vue adopté par le micro. Et en fait, moi, je dirais que le micro ici, c'est le sous-marin. On est vraiment dans un cinéma immersif. On est avec ces marins, en fait, ces hommes. En fait, c'est un film sur les hommes vraiment de la mer. En fait, c'est énoncé comme ça au début du film. Ça commence par une citation d'Aristote. Il y a 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui sont en mer. Qui je trouve un truc assez intéressant, mais qui n'est pas assez développé, parce que ce que j'aime bien en général en tout cas, soit les films de sous-mariniers, soit les films sur le corps militaire de manière générale, et ce que manque un peu Baudry, c'est sur la mythologie militaire et la mythologie de la marine de manière générale, qui est un truc que faisait très bien Wolfgang Petersen dans Das Boot ou McTiernan avec le personnage de Ramius à la poursuite de Octobre Rouge. Je pense que c'est surtout la mythologie militaire, la mythologie du corps d'armée et la mythologie de la marine qui est extrêmement importante et qui en fait fait ces hommes-là. Avec des trucs bizarres, moi c'est un truc qui m'a toujours surpris dans les films anglais, c'est la féminisation des sous-marins. Les sous-marins sont toujours appelés au féminin. Pour le coup, je crois que c'est pas... En France, je crois pas. En France, c'est plutôt justement des noms qui font peur, genre le Redoutable, qui était un des grands sous-marins français. L'Effroyable, voilà. Le Titan, qui était plutôt dans cette optique-là. Mais par contre, ce qui est bien représenté pour le coup là-dedans, c'est sur la chaîne de commandement et sur la hiérarchie qui est qu'on ne peut pas dépasser. Sur les questions de la hiérarchie dans la chaîne de commandement français. Parce que forcément, c'est un imbroglio, on passe par le commandant, puis après on passe par machin, on ne remet jamais en cause... ce qui permet justement qu'un homme ne puisse pas prendre des décisions complètement dingues tout seul, en fait, quoi. Ça, c'est un truc qui est prévu, quoi, j'imagine, en France, je suppose que ça fonctionne pareil que dans les autres pays. C'est-à-dire qu'il y a 20 personnes qui décident, parce que comme ça, il n'y en a pas une qui dit tiens, je balance des ogives nucléaires tout d'un coup, quoi. Mais tu sens du coup que ces hommes-là sont vraiment cadenassés dans ce qu'ils appellent du coup la procédure à un moment donné du film, où tu te rends compte que finalement, une fois que tu es rentré là-dedans, c'est un engrenage, mais c'est terrible en fait. C'est ce que dit le perso de Kassovitz, qui joue l'amiral. J'ai passé toute ma vie à dire à des gamins qu'il faut croire dans un système, et finalement en fait ce système c'est quand même un peu de la merde parce que forcément ça se grippe, ça se rouille, et tu vas forcément devoir peut-être être amené à tirer sur des frères d'armes justement. Oui, c'est cette idée de solidarité versus le commandement politique, on va dire, ou le commandement hiérarchique militaire. Mais il y a aussi la question de la confiance revient aussi assez fréquemment. Surtout dans qu'en le film. plus, je pense que dans le milieu des sous-mariniers, c'est peut-être beaucoup plus prégnant que dans d'autres corps de l'armée en France, parce que je pense qu'il faut être quand même à moitié péter du casque pour être sous-marinier, quoi, parce que c'est quand même extrêmement dangereux, c'est extrêmement angoissant. Puis il faut aimer vivre avec les autres. Oui, il faut être quand même un peu sociable et il ne faut pas être claustrophobe, quoi. La solidarité ne doit pas être un vain mot, je pense, dans un sous-marin, parce que tu peux pas te permettre trop de merder, quoi. Quand, le côté je fume des joints et j'arrive à 2 grammes, pour manipuler les trucs de pression, je pense que ça se passe pas comme ça du tout, quoi. Ça se voit dans des scènes au milieu du film, quand il y a un perso qui se gourde dans son interprétation des sons, justement, on dit putain, voilà, il a fait de la merde, tu as mis la vie de tout le monde en danger, c'est irresponsable, parce que vu que ça fait corps, ils doivent tous faire un, et la seule voix qui dominera après, ça sera celle du commandant, qui est joué par Reda Kateb, et que je trouve absolument formidable. J'adore Reda Kateb, c'est un des meilleurs acteurs français. C'est le Warren Oates français, il a une pure gueule, il a un pur charisme, et qui en plus, lui pour le coup, a les scènes et les répliques qui justement essayent de montrer le plus ce respect du commandement et cette mythologie du marin. Mais en fait, finalement, en y repensant, le personnage de François Civil, finalement, même si tu disais qu'il n'avait pas la coupe réglementaire... Non, c'est pas réglementaire du tout, ça. En fait, lui, il n'est pas là dans le récit en tant que militaire, pourtant il en est un, mais il est plutôt là en tant que personnage fasciné en fait par son don et par son oreille. C'est une sorte de pisteur en fait, quoi. Comme les pisteurs indiens qu'on menait pour écouter sur les trucs des rails quand les trains arrivent dans les westerns, quoi. C'est une espèce tu te rends compte un peu à part quand même, que lui il est sur carrément une autre modalité que ses compagnons, et que finalement tout repose sur lui. Donc c'est vrai que là je vais spoiler, donc j'arrête. Il y a un truc par contre que j'aime bien, et pas de spoil, et un autre côté qui est dommageable, c'est que
hyper jargonneux, ce que moi j'adore, parce que t'as vraiment, j'adore. Parce que t'as vraiment l'impression de voir des mecs qui connaissent un film de sous-marin où je comprends les dialogues, c'est pas un film de sous-marin. Moi, je veux ne pas comprendre les dialogues. Justement, alors le problème là-dessus, c'est que on a quand même parfois affaire à des lecteurs bien français. C'est que certes, c'est très jargonneux, mais articulé. Il n'articule pas. C'est une cata. Je regardais Thomas, je lui dis t'as compris. Omar Sy, on comprend rien du tout. Et c'est pas forcément à cause des termes qu'il emploie, c'est juste que je sais pas si c'est le jeu d'acteur à la française. Ou le jeu, mais c'est. Alors c'est déjà bouffé, que le jargonnage, bon, donc tu comprends pas forcément. Enfin, tu sens que t'es assez brouillé avec. Vous auriez dû aller voir la version sous-titrée pour les malentendants. Alors, du coup. Tous ces termes techniques. Alors si en plus on comprend pas, c'est vrai que c'est pas cool quoi. Un petit effort, s'il vous plaît. Mais ça, c'est un des problèmes, je trouve, du cinéma, des acteurs français. De manière générale. Pourtant, ce film-là m'a réconcilié avec le cinéma français. Mais et c'est pas rien quand même. Et c'est pas rien parce que 2 heures de film, je les ai pas vus passer et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit. Enfin, c'est tricoté. Et des plans, mais. Et il y a quand même 2 ou 3 scènes où justement ça tombe pas dans un héroïsme, mais dans. Oui, c'est pas patriotard par contre. Putain, t'as des plans où Reda Kateb il sort du sous-marin avec un lance-roquette. Non, dis pas plus. On n'est pas dans le film d'action grotesque en fait, c'est plus dans non, c'est pas Hunter-Killer quoi. Non. Comment est-ce qu'on pourrait dire ? On est dans une forme de noblesse aussi et d'efficacité, du militaire en fait, et de sa fonction. Et ils ont des beaux uniformes. Et de l'assurance vie qu'il représente aussi pour le pays. Et c'est vrai que la question géopolitique est quand même assez présente dans le film, mais on comprend aussi un peu comment fonctionnent les choses. Et sur la politique internationale, tu as quand même cette réplique géniale. Les Américains savaient, ils ont juste oublié de nous le dire. Oui. Sur un avec politique. D'ailleurs, ils tournent en dérision, les Américains. Ça, c'est... Ouais, non, mais ce qui est pas mal, parce que c'est vrai que l'armée française, en plus, qui est une armée qui, contrairement à l'armée américaine, est une armée qui est très, qui aime beaucoup le mystère. En fait, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la Grande Muette. C'est une armée qui aime pas trop qu'on vienne fourrer son nez, alors que les Américains, enfin, des films produits par l'armée, enfin, sponsorisés quasiment par l'armée américaine, où tu connais, enfin, moi, je connais mieux le fonctionnement de l'armée américaine et la chaîne de commande dans l'armée américaine que dans l'armée française. Donc, je trouve ça bien aussi que, en tant que citoyen français, la fiction nous permette de comprendre un peu comment tout ça marche, quoi, quand même, parce que c'est quand même des trucs, c'est quand même des mecs avec des grosses armes. Surtout quand même, en général, dans le cinéma français, quand on représente les dépositaires de l'autorité publique ou bien de l'armée, c'est souvent ridicule, quoi. T'as vraiment l'impression de voir les charlots, quoi. Ouais, parce que là, pour le coup, ça impose un peu plus de respect. Ça aurait été fait par le réalisateur de Taxi, effectivement, oui, avec un sous-marin à la place du taxi, oui. Les mecs auraient eu l'air ridicules, mais je vois bien que tu sens que c'est une bonne idée, toi. Ça a l'air engageant, tout ça, en mais tout cas. c'est impressionnant. D'un point de vue humain et de l'appareil aussi, d'un sous-marin, enfin, je pense pas que c'était aussi sont grand beaux, comme... C'est big. Hein. Mais, et qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et pourtant... Tu vois que c'est énorme et que ils sont tous confinés dans toujours la même pièce de commandement. En plus, le film de sous-marin, c'est bien, parce que du film de sous-marin, en fait, ça coûte pas cher à faire en décor. Bah ouais. Tu mets 3 tuyaux, tu mets les acteurs dans un truc de 25 mètres carrés, dans un studio de 25 mètres carrés avec des tuyaux qui dépassent de partout, tu fais tout ton film là-dedans. C'est très film français, finalement. Et finalement, tu peux faire des films de sous-marin pour pas cher, finalement. Donc voilà, c'était Le Chant du Loup de Antonin Baudry, que on vous encourage fortement à aller voir. Cocorico. On passe au coup de cœur, Dr. Erwan. Ah, mais j'ai pas pensé au coup de cœur, si. Alors, un coup de cœur, un coup de relatif, mais quand même bien. C'est le film Remember de Atom et Goyan avec Christopher Plummer en vieux juif oublieux, enfin en vieux juif sénile qui est mandaté par un de ses potes survivant d'Auschwitz pour aller. Mais moi, Atom et Goyan, j'ai pas trop suivi sa carrière, mais j'en ai vu plusieurs qui sont bien. Si, c'est très bien. Carrément Fleuret. Alors moi, cinéma français, Les Statues meurent toujours de Chris Marker et Alain Resnais, une ode au colonialisme et au capitalisme. Non, je déconne, c'est un putain de pamphlet, c'est hallucinant de violence. Ça fait plaisir. Et Public Enemies de Michael Mann, parce que c'est un film de Michael Mann et donc c'est forcément un putain de chef-d'œuvre. Superbe chemin de croix entre un homme dépassé par sa légende et dépassé par le système capitaliste. Toujours, c'est magnifique. Carla. Du coup, le Chant du Loup et donc en deuxième, arrête de mettre la pression, Minuscule. Du coup, ça n'a rien à voir. Le Lan du Chou. Non, pardon. Le Chant du Loup et Minuscule, un film d'animation qui mélange dans
adaptation est sorti il y a réelle, 3 semaines. Et c'est trop chou. C'est formidable. Non, mais c'est très très bien. Et c'est français, madame. Oui, Et c'est français, ouais. Moi, rapidement, on se sera 3 choses très différentes. Il y a Paris s'en va. C'est pour ça qu'il nous presse, parce qu'il a eu 3 choses à dire. Paris s'en va de Jacques Rivette, court-métrage début des années 80 avec Steven de 30 minutes, c'est formidable. Toujours à l'avant-garde de l'avant-garde jusqu'au paradis, au-delà de Maurice Lemaître, court-métrage lettriste passionnant. Et parce que j'ai revu, c'est comme vachement bien. Mad Max Fury Road de George Miller. C'est que la 4e fois que c'est ton coup de cœur. Voilà, beaucoup plus. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à Egal pour la technique. Prochaine émission. Ciao, bonsoir. Salut. Ciao.